Il faut faire un rapport institut sur les ouvrages qui avaient paru depuis quelques années. L'Atlas éphémère traité me trouva un jour par hasard et sous mon nom de message avec l'auteur de ce rapport. Je lui témoignai ma peine. Il me confessa de bonne foi que l'ouvrage et l'auteur lui avaient été inconnus, qui n'ayant pu faire tant de travail à lui seul, il l'avait subdivisé. L'article de Le Sage lui était revenu plus mauvais encore qu'il n'avait paru. Il l'avait fort adouci. Il m'a été aisé de voir, continua-t-il, que vous avez des ennemis parmi nous et vous le devez à vos habitudes, à votre situation. Vous vous êtes associé avec un monsieur le comte de je ne sais qui a des places à la cour. Les courtisans et les lettres ne vont pas bien ensemble. Ces messieurs ne sont pas des nôtres. On dit que vous mettez votre mérite et qu'il lui fournit l'argent. À quoi bon cela? Il fait sans doute des profits sur vous, ce monsieur le comte. Votre ouvrage est un très bon. Votre libraire vous fait crédit. Du reste, je ne répète ici que ce que j'ai entendu. Et je vous parle dans vos intérêts. Si vous désirez notre suffrage, il faut vous reprocher de nous. S'identifier avec nos doctrines et laisser là les grands. J'ai répondu avec le plus de ménagement possible que je le remerciais sans doute, mais que je ne pouvais suivre tout à fait cette morale, que jugeait mal mon ami, que notre plus, notre existence était commune, notre union, notre intimité indissoluble, que nous nous étions promis de ne jamais nous séparer, de vivre et de mourir ensemble, et qu'il serait bien difficile de nous y faire manquer. C'était une vraie scène de comédie. À quelque temps de là, je dînais chez un prince. J'étais à ses côtés et tout chamarré. Je perçus mon membre de l'institut au nombre des convives. L'étonnement et l'inquiétude étaient dans ses yeux. Je lui adressai plusieurs fois la parole. Il se penchait vers ses voisins, leur parlait tout bas. Il prenait des renseignements. Après le dîner, il me joignit et, prenant la chose avec beaucoup d'esprit, me pria, disait-il, de la tirer d'embarras. Qu'il se rappelait bien d'avoir eu l'honneur de me voir chez lui, mais qu'il ne comprenait pas le mauvais tour que je lui avais joué, ni la mystification complète à laquelle je m'étais plus. Aucune, lui dis-je, tout ce que vous avez, vous, tout ce que je vous ai dit est réel. Seulement vous vite alors, monsieur le sage, qui met sa science. Et vous voyez aujourd'hui, monsieur le comte, qui fournit des fonds. Voilà comme on fait les histoires et comment se font les rapports. Ce fut aussi quelques méprises de la sorte et tout aussi ridicule qui valut à monsieur le sage dans la fameuse nain jaune, Léonore de la Girouette, comme génialiste de l'ordre, sous le nom assez plaisant du reste des parvenus sapiens, petite de sage. Cette faveur, et je près plus tard, était fondée sur la suppression qui avait été faite sur le roi de la généalogie de votre majesté, qui j'étais supposé faire descendre d'Escagne et d'Aîné. Il serait difficile de comprendre ce qu'on avait voulu dire, ni ayant jamais eu rien dans la laisse qui peut mettre en quoi que ce fût, des près ou de loin sur pareille voie, au demeurant dans ces diverses circonstances où la laisse
et son houteux se trouveront attaquer une foule de partisans zélés et faire 20 me demander s'il me serait agréable qu'ils le défendissent. Je les suppliais instamment de ne rien faire. Il me semblait dangereux pour mon repos d'occuper le public de la sorte. J'ai riais moi-même des tours joués à Monsieur le Sage, mais il me était pénible de les voir remonter peut-être par là jusque son minima. Si la du reste eut un succès si général et si étendu, c'est qui devait en être ainsi. Cet ouvrage étant en effet de tout âge, de tous les pays, de tous les temps, de toutes les opinions, de toutes les classes, de toutes les instructions, c'était l'indicateur de celui qui voulait apprendre ses souvenirs de celui qui avait su les guides pour le collier, le développement pour le maître. Il réunissait la chronologie, l'histoire, la géographie, la politique. Quand on le comprend bien et qu'on sait s'en servir, il est vrai de dire qu'il compose à lui seul une vraie bibliothèque. C'est le vade-mecum, d'où commençons celui de maître, celui de savoir, celui de l'homme de bande. Aussi utile ou immense de vie, jamais ouvrage littéraire, je crois, ne produisit autant. À son apparition, on eut inscrit jusqu'à 12 et 300 louis de souscription dans un jeu dont que je suis demeuré chargé personnellement de cet objet. J'ai dû compter les recettes pour un revenu de 60 à 80 000 francs. Au moins, il m'avait créé une véritable fortune. Je n'en ai pas d'autre. La révolution m'avait enlevé mon patrimoine dont je n'avais pas dû m'occuper depuis, puisqu'il m'avait fallu faire surmonter, renoncer pour pouvoir mettre les pieds sur le territoire. Il s'est déjà publié en plusieurs éditions de 8 à 10 000 exemplaires de l'Atlas qui ont mis en circulation de là de 8 à 900 000 francs, peut-être plus d'1 million. Les squelettons, 100 000 francs ont été réalisés, quitte des frais, et sont en mes mains. Il composa ma fortune nette, ne possédant rien qui ne me soit venu de l'Atlas et ne soit couché sur ses registres. 150 000 francs que demeureront encore à mon départ en créance arriérée, bon ou mauvaise, ainsi que plus de 200 000 francs en valeur des livres choisis obtenus par des échanges et qui mentionnaient par un sortiment de 1000 écus et expédiés au pays lointain, mais promettant avec le temps des entrées certaines. Malheureusement, aujourd'hui, de tous ces brillants produits, je ne dois plus compter que sur ce que je tiens déjà. Le reste est trop hasardé pour ne pas le considérer comme perdu. Personne n'est au courant de mes affaires. Je n'ai pas eu le temps d'en charger quelqu'un. Les détails en sont trop nombreux, trop épars, trop diversifiés. Pour en donner le fil d'ici, les dettes arriérées vieillissant, les créanciers mourant, c'est de plaçons et de parutions. Et pour les livres, ils seront égarés, gaspillés, gâtés et perdus. Quoi qu'il en soit, cet ouvrage avait été sur le point de me faire une fortune bien autrement brillante encore. La tracasserie, la plus injuste, m'en priva. Les détails sont assez curieux pour que je les mentionne à votre majesté. Au commencement de 1813, deux négociants qui avaient découvert que j'étais l'auteur de l'Atlas
historique de l'usage pénétrant chez moi et me proposeront, si je voulais leur donner peu de millions, de m'en payer aussitôt 20% argent comptant et de me les transporter gratis à Londres, où ils seraient encore ma propriété et demeuraient à ma disposition. J'ouvris des grands yeux. Je ne pouvais comprendre, je craignais qu'on ne voulût me mystifier. Eux, de leur côté, cherchaient à m'expliquer et me disaient que c'était la marche des taux actuels des licences, auquel ils voyons bien que j'étais étranger. Toutefois, il me restait assez de cette conversation pour que je puisse m'éclairer entièrement ailleurs. En effet, appris que les bâtiments de licence purent aller à Londres chercher des denrées coloniales. Ne pouvions partir de France sans une exportation égale en valeur nominale à l'importation qui projetions. Les livrets étaient compris dans les objets d'exportation permises et les négociants en cherchant d'un transport léger et d'un prix très haut qui a peu de frais puissants leur donner des droits à une importation considérable. Mon ouvrage semblait être précisément calculé pour cette opération. Cependant, avant de l'entreprendre, je fus auprès du directeur général des douanes et du président du comité d'exportation, m'assurer que j'avais bien compris et que j'étais en toute règle. Sur le affirmation. Je me mis aussitôt au travail. J'accomplis une belle opération que se puisse imaginer. Les temps pressés, on me prescrivait un terme très court, une trentaine de planches en folio feront distribuées aux 30 plus grandes presses de Paris et travaillant. Dès ce moment, sans relâche, tout le papier vela, d'une certaine forme, fut arrêté et s'écrut successivement, depuis chaque jour, jusqu'au-delà des 100 puissants. Ce fut un véritable mouvement dans toute l'imprimerie de la capitale au point d'en inquiéter la police, jusqu'à ce qu'elle eût découvert et compris ce que ce pouvait être. J'employais à l'instant, directement ou indirectement, de 3 à 400 ouvriers au bout de 20 à un jour. Je devais avoir mes 2 millions d'atlas et recevoir mes 4 000 francs d'argent comptant. J'étais le seul dans le monde qui eût pu faire cette opération. Un hasard unique faisait que j'avais imaginé dans le premier temps de garder mes planches toutes composées en faisant la très grande dépense de caractère. J'ai recueilli donc en ce moment les fruits d'une industrie et d'une mise hors de 10 ans. C'était une vraie guine à la loterie. La tête me tournait d'une telle circonstance, mais je bâtissais sous le sable. Et je devais essuyer cruellement ces premiers instants d'illusion. Le cynique M. Depay, directeur général de la librairie, mon camarade au Conseil d'État, s'acharna à me nuire sans que j'en puisse deviner la cause, tout en m'assurant qu'il ne m'était nullement défavorable, qu'il aiderait plutôt son collègue. Il ne cessa d'écrire souvent et de pousser en avant contre moi les experts libraires qu'il avait trouvé les moyens de faire nommer plus ces opérations. Je n'en pouvais douter. On me communiquait de confiance dans les bureaux de ces lettres secrètes et la délicatesse m'interdisait encore la satisfaction de pouvoir lui reprocher son indignité.